Voilà. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur Bonsoir tout le monde, bienvenue en Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. 2. Voilà, bonsoir tout le monde, on peut y aller, je crois qu'on est en direct. Bonsoir à tous, bienvenue, merci d'être avec nous en ce 4e jour de confinement. Nous y sommes toujours bien entendu et c'est que le début, comme on aime à rappeler. Avec nous ce soir pour m'accompagner, Monsieur Abdeslam Itache. Bonsoir Abdeslam. Bonsoir Abdeslam. Non, il n'est pas là, je crois. Ah, bon alors bonsoir. Soraya Rachedi, elle est là, je l'entends. Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment ça va Soraya? Toujours vivante. Hein. Et vous? Bon, parfait. Avec nous aussi, c'est Samia Chiki qui est avec nous ce soir. Bonsoir Samia. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et d'ailleurs, tu nous as réservé un avis tranché. De quoi allons-nous parler avec toi tout à l'heure? Bah écoute, on va pas changer le sujet, on va parler Corona, mais on va clasher aujourd'hui. Ah, c'est bien. C'est l'ADN du LGF. Anna Guézard-Boicaz est avec nous. Bonsoir Anna. Bonsoir Christophe, bonsoir toute l'équipe et bonsoir mesdames et messieurs. J'espère que tout le monde va bien. Monsieur. J'espère que tout le monde se porte bien Tout le et en monde va bonne bien, santé oui. et garde la Absolument. pêche. On essaie en tout cas. Philippe Bouriaki, comment ça va mon fifi? Écoute, ça va très bien. Je suis un petit peu frais parce que je suis à l'extérieur. Parce que mon ordinateur il chauffe, sinon il coupe. Et comme je gère la technique, donc je disparaîtrai souvent ce soir. Ne m'en voulez pas. Mais il faut qu'on puisse assurer la technique. On dirait que t'es au pôle Nord, Philippe. Il veut chanter la chanson de Khaled. Ne m'en voulez pas, je suis comme ça. Je suis comme ça. Ah, tu devrais chanter plus souvent, Christophe. Hein. Ça va, monsieur Abdeslam? Bonsoir. Nous aurons alors deux invités ce soir. Anna, dans un instant, oui. Anna, on va recevoir une invitée. Est-ce que tu peux nous la présenter? Docteur Moufak Najet, chef du service des maladies infectieuses à Oran, en Algérie. C'est elle qui s'occupe du cas du coronavirus en Algérie. Très bien, on la retrouvera dans un instant. Et puis tout à l'heure, Philippe, nous aurons le président de la FCPE qui sera avec nous. On va parler éducation, on va parler report des examens. Je sais qu'il y a une demande qui a été faite dans ce sens, à demander donc le report des examens. N'est-ce pas, Philippe? Tout à fait. Pardon. Très bien. Alors, une petite question, les amis. Est-ce que vous savez combien il y a de médecins en France? Pas du tout. Non, mais tu vas nous le dire dans quelques minutes. 200, on va pas tarder à savoir. 226 000 médecins en France. Voilà. Combien il y a, selon vous, encore une fois, d'internes et d'externes dans les hôpitaux français? Le double? Non, on est à 18 000 internes et externes. Oh là là là. Eh oui. Combien il y a d'infirmières dans les hôpitaux français? 500 000? Ah, on n'est pas loin. On est un peu plus. 636 248 infirmières dans les hôpitaux aujourd'hui, donc qui sont mobilisées. Des aides également, des aides-soignantes. Voilà, cherchez le mot. Les aides-soignantes, combien? 700 000. Non, moins que des infirmières. Elles sont 360 000 en France, les aides-soignantes. Si vous rajoutez évidemment les kinés, ils sont environ 85 000 en France. Pour vous dire quoi, tout ça, que cela représente plus d'1 million de personnes, tout le service réuni, donc de tout le service médical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait beaucoup de masques, et évidemment, il n'y en a pas assez. Et le personnel hospitalier, d'ailleurs, a posé un recours pour demander à ce que soient appliquées les règles pour qu'ils puissent se protéger, parce qu'aujourd'hui, on dénombre beaucoup de médecins atteints par ce Covid-19, beaucoup d'infirmières, beaucoup de personnel hospitalier. Et je peux vous dire qu'ils sont vraiment dans un état, ils sont très, très inquiets. Il y a un autre chiffre aussi à retenir aujourd'hui, et celui-là, il est terrible. 624 nouvelles personnes mortes en Italie, qui, je le rappelle, est la plus vieille population d'Europe, l'Italie.
Donc là, malheureusement, c'est le voilà, 624 morts aujourd'hui, nouveaux morts en 24 heures, messieurs dames. Et dire qu'on est qu'au début, en France. Alors aujourd'hui, il y a eu un conseil de défense. Christophe Castaner, en sortant, a déclaré qu'il n'allait pas renforcer les mesures strictes, mais les contrôles qui vont être accentués dans les gares ainsi que dans les aéroports, en invitant les franciliens à ne pas partir en week-end ni en vacances, en restant confinés chez soi. Alors que le personnel médical demande à ce que soient renforcées les décisions de confinement. On parle d'éventuellement un couvre-feu. Alors, couvre-feu, il y en a un de manière partielle du côté de Nice. 20 heures, couvre-feu dans toute la ville de Nice. Alors, pour l'instant, le ministre de l'Intérieur a effectivement dit qu'il s'agissait d'un couvre-feu partiel, mais il ne serait pas improbable, au vu de ce qui s'est passé de la déclaration d'Emmanuel Macron aujourd'hui, que ça nous arrive à l'échelle nationale dans les tout prochains jours. Pas de changement aujourd'hui, simplement renforcement des contrôles. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous, qui a eu un contrôle? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a été contrôlé? Personne, visiblement. Vous êtes non, pas du tout. Restez confinés à la maison, on ne sort pas. Alors moi, j'ai été témoin d'un contrôle peut-être, mais j'ai pas été contrôlé directement. Alors raconte-nous comment ça s'est passé, parce que pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il semblerait qu'il y ait des problèmes de bavure policière dans les quartiers populaires suite à des contrôles, et apparemment la police se lâche et se fait bien plaisir. Soraya, comment ça s'est passé? Bah écoute, c'était bizarrement en fait, je marchais pas dans la rue, j'étais dans ma voiture et à un feu rouge, il y avait des policiers qui étaient à pied du coup sur la route et qui regardaient les conducteurs et je sais pas, j'ai pas trop compris, ils ont mis une voiture de côté, donc c'était une petite camionnette, vous savez, ça se voyait que c'était quelqu'un qui travaillait en fait. Et donc, j'ai pas vu la tête de la personne qui s'est fait contrôler, mais en tout cas, elle s'est fait contrôler, mise sur le côté. Et donc, après, je suis partie. Voilà ce que j'ai pu voir. Et c'était un peu bizarre, quoi, d'être. C'était pas habituel. Si vous permettez, oui, Abdeslam. Juste une observation par rapport à ça, parce que ce matin, pour aller faire les courses, la première fois depuis lundi. Et en effet, j'ai eu à croiser plusieurs. Véhicule de police, évidemment, j'avais mon document avec moi, mais je pense qu'aujourd'hui, nos concitoyens peuvent se mettre dans la peau de certains jeunes qui se font contrôler plusieurs fois dans la journée. Et ils pourront vraiment prendre la mesure de ce que peut être un contrôle appuyé ou un pluricontrôle, j'ai envie de dire, se faire contrôler 3 ou 4 fois dans la journée. Ça leur permettra de comprendre ce que ressentent certains jeunes issus des quartiers et qui, à une époque, ont été force de revendication en demandant, rappelez-vous, le candidat Hollande s'était engagé à l'époque à mettre en place un récépissé du contrôle aux faciès. Et lorsqu'il a été président, évidemment, il n'a pas respecté cet engagement-là. Donc voilà, une petite pensée. J'ai juste une petite remarque par rapport à Abdeslam. Qui te dit et qui nous dit que le contrôle aux faciès ne va pas se reproduire également maintenant et qui nous dit que ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont être abusément contrôlées? Mais il existe et il est récurrent. Je ne disais pas qu'il avait disparu, mais je mettais juste l'accent sur le fait que les personnes qui n'ont pas pour habitude de se faire contrôler, lorsqu'ils auront ces contrôles successifs, ils se mettront un petit peu dans la peau de ces jeunes qui, encore aujourd'hui, doivent se faire contrôler plusieurs fois. Ça j'en démords pas. Et sans l'ombre d'un doute, d'ailleurs. Oui, sauf que là, il y aurait une raison. Christophe, je voudrais te prévenir que il est 18h45, il y a docteur Moufaq Najet qui aimerait rejoindre le direct. Oui, on va l'accueillir. Nos amis techniciens peuvent la mettre en direct. Voilà. Oui, alors, je vais la mettre. Bon, ça y est, Abdeslam s'est sacrifié. Bonsoir. Juste avant le docteur. Allô? Oui, Philippe, vas-y. Tu m'entends? Oui. Oui, tout à l'heure, juste après l'émission, vous aurez en exclusivité une vidéo d'un contrôle donnant-Beaulieu à Orly. Et je vous promets qu'il vaut mieux se faire contrôler à Paris qu'à Orly. Juste après notre émission, vous aurez l'exclusivité sur le LGF. Parfait, merci beaucoup Philippe. Docteur, bonsoir.
Bonsoir, Est-ce que docteur. le docteur ne nous entend pas, visiblement? On est à Oran, en Il y a un direct. problème de connexion, je pense. On vous entend très bien, docteur Moufar, maintenant. Bonsoir, docteur Moufar. Oui. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct de Oran. Visiblement, la communication n'a pas l'air terrible. Alors, on va essayer quand même d'écouter, nous donner un petit peu la situation en Algérie, à Oran en particulier, puisque c'est là où vous vous trouvez. Comment ça se passe? Ben, ça va. Nous avons confirmé un cas. Oui, C'est un jeune qui a séjourné en France. Il oui, était en Alsace. Et puis, il avait un tableau quand même bénin. Hein. Il n'est pas vraiment très malade. Et au prélèvement, il a été positif par le test analysé à l'Institut Pasteur d'Alger. d'accord. Mais Comment sinon, il est confiné à l'hôpital, mais il va très bien. Très bien. On Comment a se tout- comportent les Algériens par Comment? rapport au coronavirus? Comment se comportent les Algériens par rapport au coronavirus? Parce qu'on connaît Ben, le fatalisme du peuple algérien. oui, ils ont peur. Tout le monde Ouais. a peur. Ils ont très peur. C'est Et normal. vous êtes confinés, vous, aujourd'hui? Moi, je travaille. Oui, non, mais je veux dire la population en Algérie, est-ce qu'elle est invitée à rester chez elle? Pas tout à fait. Par contre, tous les lieux publics sont fermés. D'accord? Mais les gens, quand même, bougent un peu. Mais ça va venir. Hein. Le confinement total, ça va venir dans quelques jours. C'est On sûr. rappelle, on rappelle, parce que je crois que c'est actif, qu'il n'y a plus d'avions, par exemple, entre la France et l'Algérie. Oui, oui, très peu d'avions. Seulement les rapatriements. Les personnes qui sont venues par bateau sont confinées dans des grands complexes et sont surveillées. Sinon, on reçoit beaucoup de patients qui ont peur, qui ont voyagé. Ils se précipitent dans les hôpitaux pour voir s'ils sont pas malades ou pas. D'autres qui font des petits syndromes grippaux, ils viennent aussi pour voir s'ils sont malades ou pas. Donc, les Ouais. consultations, quand même, sont importantes en ce moment. Mais sinon, ça se passe bien. Nous avons quelques suspects qu'on a prélevés, qu'on attend la confirmation. Mais à Oran, Justement, jusqu'à maintenant, docteur nous n'avons Moufar, pas comment eu de ça se cas passe? graves. Les dépistages, comment ça se passe et en combien de temps vous obtenez des résultats? Est-ce que vous dépistez Alors, tout le le monde? dépistage, pour l'instant, il est centralisé à l'Institut Pasteur d'Alger. De toute manière, la voiture de l'hôpital, quand on ramasse quelques échantillons, elle met 4 heures de route. Et dès que ça arrive à l'Institut Pasteur, ils sont aussitôt analysés. Et après, on aura la réponse par téléphone et par fax. Et ça met combien de temps? 24 heures, 48 heures? Comme ça, comme ça. Est-ce que vous dépistez tout le monde, docteur Moufar? Ben non, on doit répondre à la définition et aux instructions ministérielles. On doit dépister les personnes qui sont symptomatiques et qui ont eu des contacts suspects, soit avec une personne confirmée corona, d'accord, ou a été dans une région très suspecte de corona. Mais sinon, on ne dépiste pas tout le monde. Docteur Moufar, nous avons appris qu'il n'y avait pas beaucoup, on sait très bien qu'il y a un manque de moyens en Algérie. D'ailleurs, on voit, c'est dramatique ici en Europe, hein, que ce soit en France ou en Italie, encore, j'imagine que c'est pire en Algérie. On a entendu parler, il y a un docteur qui a déclaré qu'il y avait uniquement 30 lits dans le service de réanimation à Alger, en sachant que Alger, c'est la capitale et qui comprend 8 millions d'habitants. Donc 30 lits pour 8 millions d'habitants, c'est quand même choquant. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous avez les moyens pour faire face à cette pandémie? Alors, 30 lits de réanimation actuels, oui, mais en cas d'épidémie, on va changer la situation. Il va y avoir l'installation d'autres lits, ça c'est clair. L'activité des autres disciplines, par exemple, dans la chirurgie et autres, et elle va diminuer et donc ils vont faire que les urgences et du coup, tout le matériel dans les autres structures va être utilisé pour cette épidémie. Et donc, nous aurons normalement les moyens pour faire face à cette situation. Tout dépend de la Docteur, volonté, ouais. De qui? De la volonté de qui? de la volonté des hommes.
Ouais. Si au niveau des hôpitaux, ils arrêtent tout ce qui est ambulatoire simple, s'il y a pas, ce qui n'est pas urgent, etc., on peut s'intéresser qu'à l'urgence. Et du coup, le matériel, il sera utilisé pour la pandémie. Nous avons remarqué que les cliniques privées ont décidé de faire une sorte de donation des appareils respiratoires et des lits, Oui, etc., pour les oui, hôpitaux. oui, effectivement. Il y a aussi des donateurs. Il y a aussi des hôtels qui ont mis à la disposition de la population les hôtels et les chambres. Je pense qu'il y a une solidarité sociale quand même très intéressante en ce moment. Christophe, si tu permets, je vais lui poser une dernière question. Après, je te laisse lui parler. Il y a une question qui me taraude l'esprit concernant le docteur Raoult, qui fait beaucoup parler de lui ici en France, en Europe et dans le monde entier, en sachant que docteur Moufak l'a déjà côtoyé, a travaillé avec lui. Donc, vous le connaissez personnellement. Docteur Moufak, vous pensez quoi de la solution ou du remède du docteur Raoult? Eh ben, professeur Diraoul, c'est un grand chercheur, c'est un grand scientifique. Je l'ai côtoyé quand même depuis 2004. J'ai beaucoup travaillé avec lui. C'est un fou de la science et on dit que c'est un chasseur des microbes. C'est quelqu'un qui est très curieux. Donc, et je pense qu'il est très en contact avec les Chinois parce que lui, il a beaucoup d'étudiants qu'il a formés à travers le monde. Et les Chinois qui ont découvert le virus en Chine, apparemment, ce sont ses élèves. Et Oui. il a participé, il a collaboré avec eux. Et ils ont fait cette expérience d'associer un antibiotique Zitromax et de la chloroquine, qui est un ancien médicament qu'on utilise pour le paludisme. Et d'après Didier Raoult, la chloroquine, elle a comme but d'alcaliniser les milieux là où séjourne le virus. Et du coup, ça va diminuer un petit peu la multiplication et la virémie, et ça va diminuer la gravité et la transmission. Et bien sûr, il va l'utiliser avec un antibiotique. Il a fait des essais, des expériences in vitro, c'est-à-dire au laboratoire, où il a confirmé que ça marche. Et maintenant, il est en train d'utiliser le médicament in vivo, c'est-à-dire chez les malades. Et d'après les premières expériences, il a l'impression que ça marche. Donc, c'est pour ça qu'il est en train d'offrir ce service-là. Mais Ah, Docteur, on a perdu. docteur, on a perdu docteur, je crois. Très Ouais. intéressant en tout cas, hein, ce Très qu'elle nous, intéressant. ce qu'elle nous Alors, dit. oui, moi, je voulais vraiment avoir un peu plus de renseignements concernant Dr Raoult parce que j'ai l'impression que on s'accroche à lui, on attend avec impatience ce qui va Mais nous Ma sortir. chère Anna, tu le sais comme moi, avec l'Algérie, les communications, c'est jamais facile, hein. Oui, oui, je comprends, bien sûr. Je crois qu'elle ah est oui, revenue, docteur Mouffa. Oui, docteur, on vous a retrouvé bon, parce que vous avez je ne été sais pas coupé. si vous m'entendez. On vous entend, docteur. Oui, 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 ça a été coupé. Je reprends. D'accord, je reprends. Donc, j'ai dit que probablement que ça marche. Ils ont utilisé aussi des médicaments qu'on utilise pour le sida, topinavir, ritonavir. Apparemment, ça marche. Et puis, même d'autres antiviraux. Donc, les chercheurs se bousculent pour trouver un remède contre ce drame humanitaire. Et j'espère qu'ils trouveront quelque chose. est-ce que vous Très êtes bien. optimiste, docteur Mouffa, aujourd'hui? Eh bien, optimiste, je veux bien, mais on ne sait pas comment ça va se passer, hein, parce que moi, au début, je croyais que c'était un virus qui allait évoluer pour une saison, comme la grippe. Et là, on voit que ça prend du temps et on ne sait pas comment, à quand il va s'arrêter. Parce que dans un Ouais. mois, dans 2 mois, dans 3 mois, franchement, on ne sait pas. Donc, Docteur, l'optimisme, je suis pas très. Par contre, j'ai un optimisme par rapport à la prévention. Si on travaille beaucoup, si on s'intéresse beaucoup à l'hygiène, si le confinement continue, etc., moi, je pense que ça va donner des résultats. docteur, une petite Ouais. question importante. Et je rappelle d'ailleurs que les personnes qui nous regardent actuellement sur la page Christophe Le Grand Forum peuvent poser des questions. Nous sommes avec le docteur Moufok du côté de Waharan, fait El Jazer. Bien sûr, vous pouvez poser vos questions. Profitez-en pour nous demander un petit peu comment ça se passe. Est-ce que le personnel médical, docteur, en Algérie, est-ce qu'il est équipé de masques, de gants, de tout ce qu'il faut pour soigner les patients correctement et en sécurité? Moi, je peux parler de mon service, là. J'ai l'équipe qui a été très formée depuis le décembre, depuis le début, on va dire janvier, depuis qu'on a été très sensibilisé à l'épidémie en Chine.
Nous avons commencé les formations du personnel, ils sont tous formés. Pour l'équipement, l'administration, elle a mis le paquet. Donc, pratiquement. Ah, de nouveau coupé avec le docteur Montfort du côté de Warlan. J'aurais bien aimé avoir la réponse parce que c'est important, hein, quand on voit le personnel français, dans quelles conditions il travaille. Il était intéressant de savoir comment ça se passe en Algérie. Vous savez qu'ici, on aime bien se la raconter ici en France et dire qu'on est les meilleurs, sauf que le personnel médical est un petit peu laissé à l'abandon en n'ayant pas pour la plupart de masques, de gants, de gel hydroalcoolique, il n'y en a plus ici en France. Et j'aurais bien aimé savoir si en Algérie, ça se passe et de quelle manière ça se passe. Docteur, est-ce que vous nous entendez? Non, elle ne nous entend plus. C'est très, très intéressant. En tout cas, merci beaucoup, Anna, pour nous avoir permis donc, cette liaison avec le docteur. Depuis le début de l'épidémie. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon, on vous a retrouvé. Alors, dites-nous, pour répondre à la question, docteur. Alors, pour moi, depuis le début de l'épidémie, l'administration a mis le paquet. J'ai pratiquement des solutions hydroalcooliques, j'ai des masques, des tenues, des combinaisons, j'ai des lunettes. Pratiquement pour l'instant, parce que il n'y a pas beaucoup de malades, le flux n'est pas très important, mais pour l'instant, ça me suffit largement. L'avenir, je ne sais pas. Bah, très bien. En tout cas, c'est bien. Mais pour l'avenir, je ne sais pas. Merci, docteur, parce que ça nous fait plaisir de voir qu'en Algérie, un pays que l'on considère souvent comme sous-développé ici en France, avec notre esprit bien français, bah, vous êtes mieux équipés. Le personnel médical a l'air mieux préparé et équipé que dans un pays qui s'appelle la France, docteur. Vous nous le confirmez ce soir? Je vous confirme pour l'état actuel des choses, parce qu'on n'a pas autant de malades. Et jusqu'à maintenant, à Oran, nous n'avons pas eu de malades de réanimation. D'accord. Nous avons un seul malade qui est confiné, qui est en bonne santé. Les autres, on attend les résultats. On n'a pas eu de malade de réanimation. Nous avons quand même mis en place 8 respirateurs de réa au cas où. Et pour l'instant, nous n'avons pas de problème de matériel. Mais je ne peux pas savoir demain après-demain si le nombre augmente, si on aura beaucoup de malades en réanimation. Je ne peux pas savoir. Mais nous avons prévu des espaces, nous avons prévu des respirateurs et du matériel pour l'avenir. Mais je ne sais pas si ça va suffire. Est-ce qu'il y a des questions de poser par nos auditeurs, si l'un d'entre vous peut s'en charger? Oui, Philippe. Tout à fait, Christophe. Macben vous demande, docteur, vous visitez des personnes âgées à Oran? Docteur? Ah, on a perdu. Ah, le doc revient, ne bougez pas. Voilà. Docteur, est-ce que vous nous entendez? À propos des personnes âgées à Oran, est-ce qu'il y a des visites prévues? Est-ce que ça s'organise? Ça s'organise, oui. Oui, très bien. Donc, autre question, Philippe? Non, pour l'instant, pas d'autres questions. Et les auditeurs vous remercient, docteur. Je peux poser une dernière question, Christophe, si on m'entend? Énormément. Pour ma part. Oui, Anna, on t'entend pour ta dernière question, Anna. Docteur Moufar, oui, je sais que vous faites partie du corps médical et vous connaissez docteur Raoult. Je voudrais savoir, d'après vous, est-ce que vous pensez que le gouvernement ou le corps médical aide suffisamment docteur Raoult ou lui facilite la tâche en sachant que lui tient le bout du fil? Parce qu'on n'a pas trop l'impression qu'ils ont mis de la lumière ou lui ont facilité les choses. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Je pense que si on confirme que le produit est efficace, je pense que tout le monde va l'utiliser et l'Algérie en premier. Mais il faut vraiment confirmer que le produit est efficace. Mais on n'a pas beaucoup de recul pour confirmer. Si Soraya, Samia ou Abdeslam ou Philippe a une question avant qu'on libère le docteur, en remerciant évidemment docteur Montfort d'avoir répondu à nos questions, parce qu'il était bon aussi de savoir un petit peu comment ça s'organise, ça se passe. Alors, docteur l'a rappelé, et c'est très important, évidemment, il n'y a pas autant de malades qu'en France, mais docteur nous confirme que pour l'instant, les autorités ont mis le paquet et que tout le personnel est équipé, bien équipé, pour faire face à une éventuelle crise. On verra et on n'espère pas, évidemment, que vous en veniez à notre situation, mais que pour l'instant, vous n'avez rien à déplorer, j'ai envie de dire, en termes de manque de matériel, manque d'encadrement, de structure. Pour l'instant, tout a l'air d'être au mieux et bien géré en Algérie. Ai-je bien résumé la situation, docteur? Tout à fait. À Oran, pour l'instant, ça se gère très bien. L'avenir, je ne sais pas.
Donc, si l'un d'entre vous a une question, sinon on libère le docteur Montfort pour ce soir. Alors moi, j'ai juste une Ok. petite question. Je ne sais pas si on Samia m'entend. Chikli. Oui, on t'entend. bonjour, Samia. oui, bonjour, professeur Moufok. Moi, je voulais Bonjour. juste savoir, est-ce qu'il y a une collaboration qui est déjà mise en place avec les autres pays du Maghreb, donc le Maroc, la Tunisie, donc sur cette crise du corona? Moi, je sais pas. Moi, je travaille dans mon terrain, mais c'est sur le plan politique, l'administration, le ministère, je sais pas. J'ai pas vraiment de D'accord, donc connaissances. il y a pas de collaboration Moi, entre médecins pour non, l'instant non, qui est moi, mise je en sais pas. place. Pas à sa D'accord, connaissance. d'accord, C'est très bien, merci, possible docteur. que ça existe, oui, mais moi, je sais pas. Merci, docteur, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Et si vous le voulez bien, on fera le point régulièrement parce que je pense qu'on est parti pour être là pour un bon moment chaque soir à 18h30 sur la page de Christophe Le Grand Forum, docteur, pour nous faire un petit état des lieux de la situation en Algérie. Merci beaucoup, en tout cas. Ok, au revoir, bonne soirée. À très bientôt, docteur Montfort. À Anna, bientôt. voilà, on était du côté de Au Oran, revoir. les amis, en Algérie. Au revoir, docteur. À bientôt. À très bientôt. Et vous passerez par là même un grand bonjour à tous les Oranais et Oranaises. Bienvenue en direct ce soir avec Soraya Rachidi, avec Samia Chikli, Philippe Poyaki, Abstemita, Chana Guézard-Bouakaz. Nous recevrons tout à l'heure le président de la FCPE. On va parler éducation, on va parler report des examens. Le baccalauréat aura-t-il lieu aux dates annoncées, prévues? C'est ce qu'a rappelé le ministre de l'Éducation nationale lundi soir. On verra que, évidemment, il y a des demandes dans le sens de report, bien entendu, on peut le comprendre, des examens en tout genre. Il n'y a pas que le bac, il y a aussi tous les cursus universitaires avec des trimestres à valider, etc. Donc, tout risque d'être évidemment chamboulé. Un tour de table, les amis, pour savoir comment s'est passé ce 4e jour de confinement. Du côté de Samia Chikli, ça s'est passé comment aujourd'hui? Est-ce que les enfants restent toujours pour l'instant calmes? Est-ce qu'on arrive à les occuper? Est-ce que ça se passe bien, quoi? Calme, c'est un grand mot. J'en ai 3, donc non, le calme, il y en a quasiment pas, sauf justement sur le temps scolaire. C'est pour ça qu'hier je parlais d'emploi du temps parce que justement, voilà, donc ils savent que de telle heure à telle heure, c'est l'école à la maison. Et puis après, bah voilà, hein, il y a des temps récréatifs où là, ça s'agit dans tous les sens. Mais on est vraiment bien lotis et donc voilà, donc sincèrement, moi je trouve que il y a plus de bien que de mal dans ce confinement, en tout cas au sein de mon foyer, et c'est pour ça que toutes mes pensées sont dirigées vers ceux qui vivent très difficilement cette crise. Très bien. Est-ce que du côté de Soraya, est-ce qu'on arrive à occuper la petite Anna? Bah écoute, oui, ça va, hein, moi, ça change pas grand-chose avec elle puisqu'elle n'est pas scolarisée, elle est encore petite, donc c'est Est-ce bon. qu'elle comprend d'ailleurs ce qui se passe? Bah, écoute, tu fais bien de me poser la question parce qu'elle me réclame d'aller chez sa mamie, d'aller voir, d'aller visiter des personnes qu'on a l'habitude d'aller visiter et je trouvais rien à lui dire. Donc, ce que je lui ai dit, vous allez rigoler, hein, je suis complètement. Et je lui ai dit que Macron ne voulait pas qu'on sorte. Donc, elle m'a dit. C'est la vérité, hein. C'est pas bien, Soraya, c'est pas gentil. J'ai tout mis sur Macron. Il a qu'à se débrouiller avec elle. Et du coup, dès qu'elle me demande de sortir, j'ai dit Macron ne veut pas. C'est qui Macron? C'est le président qu'on ne peut pas sortir à cause de Macron. C'est de la pure propagande, ça. Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien, Soraya. Anna, C'est plus est-ce facile que à faire comprendre que dire le coronavirus, je sais pas quoi. Anna Guézard-Bouakaz, comment ça se passe à la maison, Anna? Ça va, on tient le coup, mais j'ai un petit garçon, donc il est de plus en plus agité, mais ça va, on survit quand même, on s'estime heureux et chanceux. On est quand même mieux que ceux qui se trouvent dans des hôpitaux, donc ça va. On s'occupe comme on peut, et Très puis on a bien. la technologie, il y a beaucoup de choses qui nous occupent. Oui, c'est ça, oui. Est-ce que du côté de chez Abdeslamitash qui nous confiait hier avoir un peu de nervosité au sein de ce foyer, est-ce que ça s'est un peu calmé, Abdeslam? Bah, écoute, alors d'abord, en ce qui me concerne, je suis sorti aujourd'hui pour la première fois depuis lundi. Ça fait je du voulais bien. d'abord partager. Mais c'est fabuleux la liberté. Et c'est quand on n'en a pas qu'on mesure l'importance. Mais je voulais juste, avant de parler un petit peu de l'état de nervosité ou non à la maison,
en allant faire les courses. Je m'attendais à voir l'hypermarché à feu et à sang et des gens qui se battaient pour du papier toilette. Absolument pas. Les gens sont disciplinés. Et comme je m'étais engagé, j'ai fait des courses pour 2-3 jours, pas plus, parce qu'il n'est pas question de céder à la psychose. Donc, juste ce qu'il faut. Non, de juste pour bouteilles avoir une d'huile. excuse pour sortir dans 2 jours, c'est ça, Amslem. Ah, C'est Non, ça. non, mais C'est bien eh vu, ben, Anna. c'est une façon de profiter de ma liberté, mais voilà, non, non, j'ai retrouvé un hypermarché où les gens étaient dignes, les espaces étaient respectés, ça s'est super bien passé, et, voilà, ça c'était ce que je voulais dire. Ensuite, concernant l'état de nervosité, bon, moi mes jumeaux les plus petits ont 16 ans. Et le plus grand a 24 ans. Donc, tous se gèrent individuellement. Ils ont leur chambre, ils ont leurs occupations. Ils comprennent très bien parce que, et moi, j'invite tous les auditeurs à faire de la pédagogie, à en parler, à expliquer un petit peu tout ça, déconstruire les idées préconçues aussi, parce que je pense qu'on a pas mal d'ados qui vont sur la toile, sur les réseaux sociaux, qui entendent un petit peu tout et n'importe quoi. Et il faut faire de la pédagogie, leur expliquer un petit peu tout ça. De toute façon, il faut savoir patienter et du coup utiliser ce temps à son profit. Donc le moment de lire un peu de livres, de peut-être de jouer un petit peu au Monopoly en famille et de se retrouver tous ensemble, chose dont on n'a pas toujours l'occasion à travers nos activités politiques, professionnelles, à travers les émissions qu'on fait. Malheureusement, c'est du temps que l'on consacre au détriment de nos familles. C'est un moment, justement, on doit se retrouver en famille et on doit justement entretenir ce lien. Philippe, comment ça se passe du côté de chez toi? Est-ce que les enfants, on arrive à les maîtriser? Ils sont calmes? Il y a du bruit? Comment ça se passe? Écoute, pour nous, En fait, il est dehors, Christophe. Il n'en peut plus, il n'en peut plus. un peu long. Non, vraiment, vraiment, écoute, heureusement, En fait, c'est pas l'ordinateur qui chauffe, Philippe, c'est ton cerveau, c'est ça. C'est pour ça que t'es dehors. c'est les deux maintenant. Non, mais bon, je peux parler ou pas? Comment ça se passe? Parce que visiblement, quand c'est moi, mon temps de parole, il est jamais respecté. Je vais tous les virer du truc parce que je suis administrateur. Non, écoute, vraiment, les enfants, ils sont formidables. Ils font preuve d'une grande sérénité. Moi, je sors très tôt le matin pour aller acheter le pain et éventuellement des médicaments parce que j'ai un petit bébé en bas âge. Et puis, on fait quelques pauses avec les enfants. On a les PAO, on a les gants de boxe, donc ils se défoulent et ça me permet de me défouler moi aussi. Et puis, j'ai la chance d'être en collaboration avec Adeslam et Christophe et toute l'équipe du Grand Forum. Et donc, on a préparé pas mal de choses qui demandaient pas mal de temps. Et on est toujours entre les deux tours, même si il y a une concorde nationale et communale qui fait que bon, les élections municipales, on les a un petit peu mis en stand-by parce qu'au vu de la gravité et des décès qu'il y a tous les jours, ça serait vraiment indécent. Mais ça n'empêche pas qu'en back-office, on s'appelle entre différents candidats et on discute de ce qu'on pourrait faire et ce que les Orlésiens veulent qu'on fasse. Donc voilà, heureusement qu'il y a tout ça parce que sinon, moi j'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui seront bloqués dans leur appartement, qui ne peuvent pas bouger. Et il y a quoi devenir dingue, comme quoi la liberté, on comprend pourquoi il y a autant de problèmes de psychiatrie dans les prisons. Même si on dédouane pas la cause, mais en tout cas, on comprend pourquoi ceux qui... Ah, on a perdu notre Fifi. Ouais. On a perdu notre Fifi. Ça y est, ça a chauffé. Ouais, Ça a chauffé, ouais. Oui. Ça a chauffé, ouais. Non, si tu me permets, Oh, on va passer une infirmière qui a quelque chose à vous dire. Donc, Christophe, c'est parti. Bonjour. En fait, le cas. Excusez-moi, quelques mots. Bonjour. En fait, le cas PDR est mort. Et on vient de recevoir. Les détresses respiratoires sont en train d'affluer. On vient de recevoir un jeune indonésien en arrêt respiratoire. Et on l'a intubé dans des cas de conditions catastrophiques. Il n'y avait même pas de gants. Donc, le seul moyen de se protéger, c'est de rester chez vous. Et protégez-vous. Restez. Putain de merde, restez chez vous.
Ouais, terrible, hein, ce témoignage. J'ai eu à voir cette vidéo. Je crois que ça se passe en Algérie, hein, si je ne m'abuse. C'est ça, c'est ça. Vous me confirmez? Oui. Alors, Visiblement, oui, moi, on m'a dit que c'était en Algérie, visiblement. Effectivement, là, c'est poignant, hein, comme témoignage de cette infirmière. Évidemment, restez chez vous, essayez de vous protéger, essayez de protéger les autres. C'est ce qui est rappelé sans cesse. Juste un petit mot avant de passer à la vie tranchée de Samia Chiki et de recevoir notre invité pour parler éducation et pour parler report des examens. Vos questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. N'hésitez pas, hein, posez tous vos commentaires. Nos amis chroniqueurs ici se feront le relais de tous vos commentaires. D'ailleurs, s'il y en a, n'hésitez pas à les faire connaître. C'est bon d'entendre les gens de nous raconter un petit peu comment ils vivent tout ça. Je précise qu'on sera là. Peut-être que je l'ai pas dit d'ailleurs aux autres chroniqueurs, mais je le dis ce soir. On sera là tous les jours durant ce confinement. C'est-à-dire samedi et dimanche compris. On est là. Voilà, on ne lâche pas l'affaire. Et il faut qu'on soit présent, qu'on vous accompagne. On va évidemment parler autre chose que le corona dans les jours à venir, parce qu'il y a aussi l'actualité et puis autre chose qui se fait à travers la planète. Ce qui a fait une protestation. J'ai bowling demain, Christophe, je peux pas. T'as bowling demain? Non, tu n'as pas bowling, c'est fermé. Arrête tes bêtises. Okay. Non, et on va plus dans les mosquées, on va plus dans les synagogues, on va plus dans les églises. Donc voilà, on est réquisitionné. Non, pas de souci, mais c'est une synagogue, il ne faut pas déconner quand même. Ah ouais, moi j'ai vu Pupponi qui a parlé de Machia qui a appelé à voter pour lui. Donc, t'en rates pas une, Philippe. Qui a appelé à voter pour lui. Sans pitié, on lâche rien. On lâche rien. Non, il faut. Alors, il faut aussi. Christophe, justement, tu as raison. Excuse-moi, tu as raison. Il faut qu'on parle absolument du corona, c'est le sujet principal qu'on parle. Parce que la psychose, effectivement, s'installe, mais elle a raison de s'installer la psychose. Vous aurez ce soir, et je vous invite à aller sur la page de Christophe Le Grand Forum et surtout à partager les publications. Vous aurez la vidéo de cette infirmière qui vous montre un patient qui est dans un état terrible et qui dit réellement que je pense en tout cas le débrancher à mourir. Donc malheureusement c'est la mort qui nous attend. On le voit pas, il fait 500 nanos, on ne le voit absolument pas ce microbe, ce parasite, ce virus, vous l'appelez comme vous voulez, mais nous sommes en guerre et nous contre lui. Pour l'instant c'est lui qui est plus fort. Donc restez chez vous. Oui, alors l'inconvénient de la vidéo, évidemment, ne faites pas ce que je suis en train de faire, hein, évidemment, parce que c'est pas bien, c'est pas bon pour la santé, et surtout en cette période de confinement. Est-ce que notre ami Samia Chiki est prête? Ah, on me voit pas. Bon, bah très bien. Pourtant, je pensais qu'on me voyait. L'image est figée, en fait. Ah, il y a Sofiane Ladarti et Nassim Lachlash. Je vais devoir vous quitter et laisser la place pour les autres. Moi aussi. Tu nous préviens, mon Fifi, pour que quand notre invité est là, donc le président de la le président de FCPE, merci Samia, de venir à mes rescousse. Je tiens à préciser que je ne prépare absolument rien et que je fais entièrement confiance à Philippe et à toute l'équipe, à Abdeslam et toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied depuis le début de ce confinement. Moi, je suis complètement absent et je me laisse guider. Donc voilà, ça change un peu. Moi aussi, je suis confiné. Alors, est-ce que notre ami Nassim Lachlash et Sofiane Magdari sont là? Salam alaikum. Ah, salut mon Sofiane, comment ça va? Salam alaikum. Salam. Ouais, ça va, ça va. Il est à l'extérieur? Vous êtes à l'extérieur? Oui. Mais il travaille. Je viens de finir ma tournée. Je travaille en tant qu'infirmier libéral. Il est infirmier libéral. On était chez toi. Okay. On était chez toi à Oran, mon ami. On était avec une médecin de Oran qui nous disait tout à l'heure que la situation, est loin d'être catastrophique pour l'instant en Algérie, en tout cas à Oran, et que les autorités avaient mis le paquet pour que le personnel médical soit bien géré et surtout que le matériel soit mis à leur disposition et que pour l'instant, la situation visiblement a l'air de bien se dérouler, mais elle nous signalait que pour l'instant, il n'y avait pas de cas réel d'urgence. Hein. Non, il y a un cas d'un ami à moi qui est touché par le corona à Oran. C'est un médecin infectiologue, mais il est confiné chez lui. Il est confiné, à l'hôpital, mais voilà, ça reste, c'est un jeune de 31, 32 ans. Mais bref, pour le moment, pour l'Algérie, si vous voulez qu'on parle, ils ont pris les dispositions nécessaires parce que on a des chiffres qui viennent d'Europe et des chiffres un peu réels et que tout le monde pouvait
Je te raccroche, c'est ça? Non, tu raccroches pas, tu attends. Voilà, vas-y Sofiane, on t'écoute. Non, juste voilà, même moi c'est surtout la conscience collective. Quand on voit aujourd'hui en France qu'il y a des gens irresponsables encore suite à des décisions politiques qui permettaient que les gens ne prenaient pas vraiment, prenaient à la légère ce qui était en train de se passer dans ce monde aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a cette conscience dans les pays du Maghreb en général. Les moyens restent très minimes, mais les moyens maintenant ils les mettent à disposition. Mais s'il n'y a pas de conscience collective, même si les moyens vous les mettez, vous serez confronté à un afflux massif de gens qui vont être touchés directement par ce virus ou contaminés ou avec l'âge de certains ou certaines pathologies. Et j'espère que cette conscience, mais pour le moment, on est en Europe, on vit le moment, l'épicentre, elle est ici en Europe. On vient d'entendre à peu près 630 morts en Italie. C'est qu'on est dans une courbe ascendante. On sait qu'il y a à peu près 10-12 jours de décalage par rapport aux Italiens. C'est que le pire est à venir, malheureusement. Est-ce qu'on a été préparé à cette guerre? Je le pense pas. Est-ce que on a pu mis les moyens matériels et humains pour être confronté à cela? Non. Malheureusement, c'est une politique néolibérale qui a été pratiquée ces 10, 15, 20 dernières années, où on a détruit l'hôpital public. Moi, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance en vérité, mais si j'ai à retenir un truc, c'est que l'hôpital, c'est comme l'armée. Il faut avoir donné les moyens militaires, les moyens humains, les moyens matériels pour être confronté à une dégradation brutale. Et ça n'a pas été le cas. Et malheureusement, on paiera le prix très, très cher. On paiera le prix de notre vie parce qu'on est confronté, on est en première ligne, non en tant que personnel soignant, mais on n'est qu'au début d'une crise qui risque malheureusement de durer longtemps et longtemps. Je précise et rappelle à ceux qui nous rejoignent sur le live que Sofiane Lakhtari est infirmier libéral, c'est pour ça que vous le voyez dans sa voiture, mais il respecte évidemment le confinement et on sait que dans sa structure familiale, vous êtes particulièrement inquiet parce que tu n'es pas le seul, sans dévoiler quelconque secret, mais tu n'es pas le seul à être à travailler au sein de différentes structures. Toi, tu es libéral, tu as d'autres personnes de ta famille qui sont directement impliquées puisqu'ils sont dans les hôpitaux. La situation est, je crois, Sofiane, sans dévoiler quoi que ce soit, elle est dramatique, elle est scandaleuse et elle est inquiétante. Très inquiétante, malheureusement, ouais. Moi, j'ai ma famille, voilà, mes deux sœurs, elles sont médecins et ma femme, elle est aussi aux urgences. Alors, pour dire que nous sommes en première ligne, mais j'espère. Bon, eh bien, en tout cas, on va suivre ça de près, mon Sofiane. Merci d'être passé nous voir, nous faire un petit coucou. Rentre bien à la maison, repose-toi bien et bon courage. Et tu as tout notre soutien, évidemment, ainsi que tout le personnel qui est très très important, évidemment, surtout en ces temps difficiles. Et on a foi en vous. On a beaucoup de reconnaissance. Et la seule chose qu'on peut faire pour vous aider, c'est de respecter strictement les règles qui nous sont demandées. Et je ne sais pas si vous avez une petite question pour Sofiane avant qu'on le laisse tranquillement sur la route. Tu m'entends? Oui. Nassim Lachlach, bonsoir Nassim. Bonsoir à tous. Non, je veux juste souhaiter bon courage à Sofiane et merci Nassim. À toutes les personnes qui, comme lui, se mobilisent pour le bien de tous. Et puis, pas de questions particulières. Bon courage, force à vous. Et puis, si on peut faire quelque chose, c'est déjà de rester confiné. Ça, tout le monde le dit. Je pense que vous n'arrêtez pas de le répéter hier, aujourd'hui, et tout le monde le dit partout. Voilà, le redire aujourd'hui. Et que c'est cette manière-là qu'on peut aider les personnels soignants. C'est bien de les applaudir à 20h et c'est mieux de rester confiné chez soi. Et on terminera cette émission d'ailleurs à 20h. Moi, c'est juste pour dire un petit truc. Moi, j'anime une petite émission sur Facebook ces derniers jours, depuis une semaine. On essaye un peu d'alerter. C'est pour l'Algérie. J'essaye d'alerter nos compatriotes qui sont en Algérie d'être confinés. On essaye d'expliquer, d'essayer d'apprendre des erreurs qui ont été faites ici sur le plan politique et sur le plan humain en Europe et en France particulièrement. C'est d'être confiné. Moi, je pense que cette sensibilisation est nécessaire. Aujourd'hui, les médias véhiculent, les Algériens en particulier, sont en train de voir ce qui se passe en France. Les rues parisiennes et les rues niçoises sont complètement désertées par la population.
Voilà, mais on essaye de faire le nécessaire, que ce soit ici ou que ce soit avec nos compatriotes algériens ou nos frères algériens. J'espère qu'ils vivront pas ce que vivent les Italiens aujourd'hui, les Espagnols, et ce que nous vivrons peut-être dans un avenir proche. Je l'espère de tout cœur parce que les moyens sont très réduits par rapport à l'Europe et la conscience collective également. Mais il y a beaucoup de choses qui nous permettent un peu d'espérer. Parce que ici en France, au lieu d'imposer le confinement depuis des jours et des jours, malheureusement, ça n'a pas été fait. Et que voulez-vous, on payera le prix. Et malheureusement, le prix risque d'être très Merci mon Sofiane. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes en France. En France, 636 248 infirmières et infirmiers à être sur le terrain, sur le qui-vive. 360 000 aides-soignantes à tous ces gens, évidemment, et bien d'autres, sans oublier les auxiliaires de vie, les pharmacies aussi qui travaillent d'arrache-pied. Les ambulanciers, les pompiers, c'est des gens voilà, qui sont confrontés directement. Et on est très loin d'avoir le nombre suffisant de masques. On le rappelle, il faudrait en moyenne 10 millions de masques par jour. Quand on voit que le chiffre de 1 million de masques livrés par la Chine, c'est bien insuffisant. Mais on rappelle que là encore, il s'agit d'une décision politique puisqu'on a arrêté la fabrication des masques en France en 2011. Donc voilà, et on n'a pas jugé utile de la reprendre. On n'a pas seulement arrêté, on a désindustrialisé la France en vérité. C'est une politique néolibérale. Moi, je pense que la phrase qu'a tenue aujourd'hui Edgar Morin sur sa page Twitter, à savoir que le virus tue le néolibéralisme aujourd'hui, mais il nous tue en même temps. Et ça, c'est une phrase qui est très profonde et qui résume en vérité la situation actuelle. Merci beaucoup, mon Sofiane. Bon courage et bon courage on reste en contact, à mon tous. Sofiane. Merci. Et si tu viens, s'il te plaît, régulièrement nous donner un petit peu des nouvelles du terrain, parce que tu es sur le terrain et tu as la famille effectivement qui est sur le terrain, donc nous rapporter des nouvelles du terrain. Je suis très pessimiste, mais j'essaierai de partager un petit peu mon optimisme de temps en temps. Avec grand plaisir. Rentre bien à la maison, mon Sofiane. Salam alaikum. Salut. Salam alaikum. Merci beaucoup. Nassim Lachtage, comment ça va, Nassim? Ça va. Il y a notre invité qui est là, Christophe. Ah, très bien. Donc, bonsoir, monsieur le président de la FCPE. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans le Grand Forum, un Grand Forum un peu particulier. On aurait aimé vous recevoir dans nos studios, qu'on puisse se serrer la main, qu'on puisse échanger un petit café ensemble, discuter. Bon, une prochaine fois avec grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation d'abord. Vous savez déjà que le café, c'est un bon plan pour vous. Oui, il paraît. Alors, on va voir. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Monsieur le Président, on verra avec vous dans un instant les questions que l'on a à vous poser. Avant toute chose, j'aimerais que l'on écoute Samia Chiki qui a un avis tranché. Alors, tranchant, je crois. Et ce soir, ça va. Elle va dénoncer. Elle va aller directement dans le vif du sujet comme on l'aime. Samia, je te propose de nous livrer ton avis tranché ce soir. Pour les auditrices, les spectateurs, il va falloir s'habituer à ce mot-là. Ceux qui nous regardent ce soir sur Facebook, sur Christophe le Grand Forum et sur toutes les pages où la vidéo a été partagée. Samia, c'est à toi. Tranché et clashé. Statistiques, résultats hypothétiques, attente insoutenable, la France, tu es laissée à l'abandon. Non, non, me dira-t-on, on attend. Alors passe le temps, tels des insouciants, des décisions comme s'ils jouaient au poker, des cris, des larmes, du désespoir. Soignants ont beau alerter, on joue avec notre santé, telle une partie de poker à négocier. Mes concitoyens européens, les Italiens, on compatit. Désolé, on ne sera pas de la partie. Puis la roue tourne, on s'affole, on se désole, on ferme toutes les écoles. Prends ton sac, rentre chez toi. Tout est prêt, on s'occupe de tout. N'oublie pas de dire à tes parents, désormais, ils sont tes enseignants. On joue avec ta scolarité, comme une partie de poker arrangée. Que tombent les masques de ces baratineurs, l'heure des comptes viendra, à bon entendeur. De vos visages que disparaisse cet air fier. Mise en danger du peuple, de nos médecins et nos infirmières. Car dans tout mal il y a un bien, France solidaire ne se laissera pas faire. Bruno Le Maire, garde ta prime, on ne se jettera pas dans l'abîme. Victor Hugo vous rappelle son hymne. Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux vaillants, aux forts. On est là, chez nous, et on vous rappelle vos torts.
Merci beaucoup, Samia, pour cet avis tranché et tranchant et bien écrit ce soir. Monsieur le président de la FCPE qui est avec nous ce soir, avec nos chroniqueurs dans le grand forum. D'abord, quelle est la situation, monsieur, donc à l'heure actuelle depuis donc, le confinement et surtout depuis l'annonce de la fermeture des écoles en France depuis lundi? D'ailleurs, je précise que l'Angleterre annonce ce soir fermer les écoles et tous les établissements. Quelle est la situation, monsieur le président? La situation, celle que vous connaissez aussi, puisqu'on est un certain nombre à avoir des enfants, même si on occupe des fonctions différentes. Aujourd'hui, il y a différentes situations qui ont fait voler en éclats en fait les représentations de la France qu'on avait. Par exemple, jusqu'à présent, l'école en mode 20e siècle supposait que c'était seulement les gamins qui étaient dans les familles les plus précaires qui étaient en difficulté. Alors c'est une réalité, mais pas seulement. Par exemple, quand vous êtes parent et que vous êtes cadre et que vous êtes en télétravail, vous pouvez pas vous occuper des gamins, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, la situation de confinement, en fait, fait voler en éclats les représentations qu'on avait parce que l'école ne pourra plus être comme celle qu'on connaissait. En fait, on est rentré dans le 21e siècle. On est rentré dans le 21e siècle parce que l'outil numérique devient quelque chose qui est dans notre environnement quotidien et qui montre aussi les fractures qu'il peut y avoir. Or, ces fractures, c'est pas simplement une question de CSP, c'est pas simplement une question de compte en banque, c'est aussi quand vous êtes dans des zones, par exemple en zone blanche, quand vous êtes à la maison, que vous avez un ordinateur et que vous avez 4 gamins, il faut s'organiser à tour de rôle et les enseignants sont pas forcément au fait de ça. C'est aussi tous ces parents qui qu'on qualifie un peu de bobos, etc., qui ne voulaient pas avoir d'outils numériques à la maison parce qu'il fallait préserver les enfants et qu'aujourd'hui sont aussi en difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les représentations qu'on avait, elles vont dans l'éclat. Pour autant, il y a aussi des fragilités, des vraies fragilités qu'on connaît. Par exemple, les gamins dont les parents sont allophones, qui ont bien du mal en fait à suivre les consignes de l'école ou les consignes ministérielles parce que simplement elles s'adressent à ce qu'on appelle la normalité des élèves. Or, dans la normalité, il y a aussi des élèves qui ne sont pas dedans, et dans ces élèves qui ne sont pas dedans sont ceux qui bénéficient de dispositifs. Sauf que des dispositifs, ça fait pas système. Ça veut dire qu'on ne pourra pas aller en sortant de cette crise-là vers une école qui s'adresse à la norme et qui après mettent en place plein de petits trucs pour les cas différents. Il va falloir faire une autre école. Une école qui en fait se mette d'abord à la place des plus fragiles. Les plus fragiles dans notre société, c'est simple. C'est par exemple les enfants qui sont porteurs d'handicap, qui ont besoin d'une IME, qui ont besoin d'appareillage spécifique et qui aujourd'hui n'ont pas accès à toutes les écoles parce que les écoles ne sont pas prêtes en fait à accueillir tous ces enfants-là. C'est aussi les gamins qui dépendent des travailleurs sociaux, les gamins de l'ASE ou autres qui aujourd'hui sont les grands oubliés de l'histoire. Et c'est aussi les maternelles où les enseignants sont bien en difficulté parce que faire la classe à des enfants de 3 à 6 ans, c'est pas la même chose que faire la classe à des élémentaires ou à des collèges ou à des lycées dans lesquels les parents ont une représentation, ont des souvenirs par rapport à ce qui se fait. Et aujourd'hui, c'est hyper compliqué de faire la classe, on va dire, à des gamins de maternelle à qui on apprend à tenir un stylo, à qui on apprend à faire du collage, à qui on apprend à distinguer des mots différents que ceux qui connaissent à la maison. Vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les gamins les plus fragiles sont ceux de qui on s'adressait un peu moins et qui aujourd'hui révèlent en fait les fragilités d'un système. Le coronavirus n'a pas créé les inégalités. Par contre, il les a accélérées, il les a révélées de façon exponentielle et c'est bien le problème dans lequel on est et dans lequel sont toutes les familles. Toutes les familles aujourd'hui sont dans le système D. Elles essayent de serrer les dents, de faire face aux ENT qui fonctionnent pas, aux plateformes d'accompagnement communautaire, etc. qui sautent en fonction du nombre de connexions. C'est le temps de rodage de la première semaine, mais ce temps de rodage qui est un problème technique ne peut pas mettre le voile sur une école qui est inégalitaire en soi et qui est révélée aujourd'hui. Simplement, les inégalités aujourd'hui ne sont plus celles qu'on a mis en avant depuis des années. Il y en a des nouvelles qui se sont mises en œuvre et c'est pour ça qu'en sortant de cette crise-là, il va falloir se poser la question d'inventer une école différente, une école qui s'adresse d'abord à ceux qui vont mal pour pouvoir prendre soin de tous ceux qui vont bien et contre une école aujourd'hui, une école que j'appelle 20e siècle, qui s'adressait d'abord à tous les gamins qui entre guillemets vont bien et qui après faisait une place à ceux qui allaient mal. C'est ça aujourd'hui qui est remis en question et c'est ça quelque part que vous tisiez tout à l'heure Edgar Morin et qui est mis en avant. C'est-à-dire que la course du chacun pour soi, du chacun pour sa gueule et tant pis s'il y en a un qui reste sur le banc du chemin, en fait aujourd'hui ça a vécu. Ça a vécu parce que la maladie, les
épidémique à laquelle nous sommes confrontés, en fait, ça s'adresse à tout le monde. Le virus ne choisit pas en fonction des CSP. Le virus ne choisit pas en fonction du compte en banque. Le virus ne choisit pas en fonction du capital culturel des parents. Le virus s'adresse à tout le monde et c'est cette école-là qu'il faut construire aujourd'hui. De la même façon qu'on combat tous le virus avec des solidarités, avec l'esprit républicain auquel faisait référence Samia tout à l'heure, il faut aujourd'hui construire une autre école, une école qui mette en valeur la solidarité entre les gens, c'est-à-dire une école qui s'adresse à tout le monde et en commençant par les plus fragiles. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui et c'est ce à quoi les parents se font face aujourd'hui en intégrant, y compris dans leur rôle de parents, toutes ces plateformes aujourd'hui qui mettent en libre accès les connaissances et les savoirs. Je pense à l'Opéra de Paris qui met en place ses ballets, je pense à tous les musées qui font les visites en ligne virtuelles ouvertes à tout le monde, je pense à la télévision qui aujourd'hui met en place des programmes éducatifs plutôt que de vendre des baskets et des produits qui font grossir les gamins à des heures privées, c'est-à-dire le service public, c'est la seule chose qui a résisté. Donc pour tous ceux, pour faire encore référence à Edgar Morin qui disait que le chacun pour sa gueule, c'était l'avenir et que finalement il fallait tout privatiser et tout marchandiser, quelle claque dans la figure. Aujourd'hui, la seule chose qui résiste, c'est le service public. Les seuls qui résistent, c'est ceux qui, hier, avaient des régimes spéciaux et qu'il fallait à tout prix dénoncer. La seule chose qui résiste aujourd'hui, c'est les citoyens qui se sont engagés et qui, de bénévolement, sont les bénévoles de la République. C'est ça, aujourd'hui, qui résiste. C'est ça qui est le ciment social. Et c'est pas celles et ceux qui, il y a quelques semaines, étaient dans tous les médias, nous expliquant que c'était le choc des civilisations qui allait prendre la part, que c'était la guerre de tous contre tous, etc. Voilà. Tout ça a volé en éclats. Et j'ai envie de dire, parce qu'il faut être optimiste dans cette situation-là, qu'on a une vraie opportunité. On a une vraie opportunité pour celles et ceux qui, comme Samia, comme moi et tous vos interlocuteurs, s'investissent aujourd'hui pour quelque part, pour la France, pour les enfants, pour l'avenir, mais sur un air de solidarité. Et c'est je finirai là-dessus, c'est le chacun pour soi et le chacun pour sa gueule aujourd'hui qui a volé en éclats. Et merci pour votre émission, parce que finalement, c'est ce que vous faites aussi. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que votre syndicat, c'est un syndicat de parents d'élèves. Une question qui se pose aujourd'hui, elle est très concrète, elle est sur la table. Le ministre de l'Éducation nationale lundi disait, après le discours du président de la République, Emmanuel Macron, qu'il n'y aurait pas de report du bac et des examens et que tout aurait lieu aux dates annoncées. On a du mal à y croire, Monsieur le Président, alors que les écoles, on estime une reprise éventuelle pas avant le 3 mai. Comment on peut être sérieux et envisager de faire le bac à la date prévue? Écoutez, moi je pense que le ministre doit être un peu moins péremptoire parce qu'on n'en sait rien. Voilà, la réalité c'est qu'on n'en sait rien. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas possible de mettre en place des examens qui pénaliseront des élèves. En fait, l'idée qui se combat aujourd'hui et qui va être l'enjeu d'après-crise, c'est de penser qu'on a juste un petit moment à passer et qu'après la vie va reprendre comme avant. Non, la vie ne reprendra plus comme avant. C'est ça la réalité. L'école ne se fera plus. Donc, évidemment, les examens, les bacs, le recrutement des enseignants, tout ça va être bousculé. Ça va être bousculé, par exemple, pour un enseignant qui aujourd'hui voudrait faire son droit de retrait parce qu'il a peur d'être malade et qu'on oblige à aller bosser, il va se poser sérieusement la question. Voilà. Pour des parents qui vont mettre les gamins à l'école et qui doivent passer un examen, aujourd'hui, ils sont sous tension. Et personne n'aime mettre sous tension. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, personne ne sait rien. Personne ne sait ce qui va se passer parce qu'on ne peut pas maîtriser et on voit bien qu'on ne maîtrise pas ce qui est en train de se passer. Quand on en appelle au civisme, et tant mieux. Quand on en appelle à l'action publique, et tant mieux. Face à quelque chose qui est inconnu, face à une épidémie qui n'a pas de vaccin, et ben en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Et la moindre des choses, c'est de se dire, aujourd'hui, ce qui convient de faire, c'est de mettre en place des outils en solidarité plutôt que de dire que la vie va continuer comme avant. Voilà, c'est pas la réalité. Aujourd'hui, par exemple, il y a plein de profs qui travaillent sur Discord avec des gamins qui sont des outils coopératifs pour travailler. Sauf que Discord, c'est un outil qui ne protège pas les données personnelles ni des élèves ni des enseignants, parce qu'il ne respecte pas les RGPD, qui stocke les données personnelles et qui peut les utiliser d'un point de vue marchand en sortant de cette crise-là. Donc la puissance publique aujourd'hui a un rôle central. Elle a la responsabilité de mettre en place des outils coopératifs en direction des enseignants, de les former en urgence comme font la solidarité, comme font la mission laïque par exemple chez les Français de l'étranger, notamment au Maroc, qui forment ces enseignants sur le tas très rapidement pour mettre en place des outils coopératifs différents. Donc on ne sait pas si les examens vont avoir lieu, le ministre lui-même ne le sait pas. Par contre, ce qu'on sait,
c'est que l'école ne se fera plus comme avant et que le bac, j'ai envie de vous dire, c'est pas le point de mire à avoir. Ce qui compte, c'est le bien-être des enfants, c'est la bienveillance vis-à-vis d'eux, c'est de leur donner un avenir. Donc évidemment que Parcoursup a volé en éclats, évidemment que les E3C ont volé en éclats, évidemment que l'école 20e siècle a volé en éclats. Et c'est bien ça qu'il convient de dire aujourd'hui. Il me semble que la responsabilité d'un gouvernement et d'un ministère, mais aussi des fédérations de parents et de tous les acteurs citoyens qui s'engagent sur l'école, c'est de prendre le pas et l'initiative pour préparer cet après et non pas dire que ce qui va arriver en fait bon, c'est un petit moment qui est passé et on va reprendre la vie comme si rien n'était. Non, la vie ne reprendra pas comme si rien n'était pour une simple et bonne raison aussi, c'est que les paradigmes ont volé en éclats. Aujourd'hui, tout le monde a compris que la France est dans le monde, la France est dans la planète, et y compris ceux qui disaient il y a quelque temps que le repli sur soi et qu'il fallait faire la France-français, franco-française, tout ça c'est mort, tout ça n'existe pas, et en plus c'est la négation de ce qu'est la France. La France c'est aussi la Martinique qui a pas cours depuis le mois de décembre. C'est ça la réalité. La France c'est aussi la Guadeloupe. La France c'est aussi le Mayotte. J'ai eu l'occasion de parler avec le représentant de la FCPE de Mayotte. Ils ont même pas de savon dans les écoles. Donc de quoi on parle? Aujourd'hui la question est différente parce qu'on ne parle plus juste de mettre du savon dans les écoles. En France, il n'y en a pas. Il y a pas de savon dans les écoles en France. Il y en a plein d'écoles qui sont concernées. Vous avez raison, il y a plein d'écoles qui sont concernées. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que la question, c'est pas de mettre du savon. C'est que le rapport à l'hygiène a changé. On peut très bien avancer l'école française, par exemple, comme on fait au Japon, où ce sont les élèves qui font le ménage de la classe et des toilettes tous les soirs. C'est-à-dire que tout ça a volé en éclats. On est dans un autre monde. On est dans une autre planète. On est dans une autre société. Les paradigmes ont changé. Et si on ne prend pas la dimension de ce qui est en train de changer pour notre pays dans les relations interpersonnelles, mais aussi le rapport au service public, à la collectivité, alors la France va devenir un pays qui va partir à l'arrière de toute la course des pays. Il y a des pays qui ont déjà fait ce virage-là. Il faut que nous, on le fasse aussi. Une question, monsieur le président de la FCPE, avec nous en direct ce soir. Est-ce que nos amis chroniqueurs, et j'en suis sûr, ont des questions, ainsi que les auditrices et auditeurs et spectateurs qui nous regardent en live sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, peuvent poser leurs questions et profiter de la présence du président de la FCPE qui est avec nous aujourd'hui en direct. Peut-être Samia, une question pour le président de la FCPE? Alors oui, bonsoir Rodrigo. Donc moi je voulais te demander ce soir, est-ce qu'il y a justement des initiatives là qui vont être mises en place par la FCPE et puis d'autres syndicats de parents d'élèves pour alerter justement le ministère de l'Éducation nationale sur, j'ai envie de dire, l'après-crise. Notamment par rapport au report des examens et puis aussi par rapport à la continuité pédagogique. Alors, d'abord, la continuité pédagogique, c'est un effet de com'. Excusez-moi de vous dire comme ça, un peu de façon abrupte, parce que les parents ne sont pas des enseignants. Donc, d'avoir une continuité pédagogique, c'est-à-dire continuer à faire des devoirs et de l'accès à des connaissances, des savoirs qui normalement sont dispensés dans la classe par les parents essayent de le faire, mais en vrai, ils le feront pas bien. Ils le feront pas bien parce que c'est pas leur métier. Médecin, c'est un métier, prof et enseignant, c'est un métier, et parents, c'est pas leur métier, sauf pour ceux qui sont enseignants aussi, mais c'est une minorité. Donc aujourd'hui, nous, on a fait partir, on fait partir demain une lettre au ministère, justement pour évoquer ces sujets-là, pour évoquer la situation et notamment quelque chose qui est central et que tout le monde doit connaître en fait, pas simplement les fédérations de parents. Nous, une fédération d'utilité publique, on est bénévole, on représente, mais on donne la parole aussi aux parents qui ont une fédération de 300 000 parents. C'est de poser ces questions-là parce qu'on a besoin de connaître les scénarios. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer dans les différents cas de figure? On a besoin d'anticiper, on a besoin de s'organiser. Donc, c'est notre job, on le fait. Et vous aurez évidemment, on mettra en ligne les réponses qui seront apportées en responsabilité aussi, parce que il s'agit pas de foutre le feu et d'inquiéter les gens. Il s'agit justement d'agir en responsabilité, agir en citoyenneté et poser des questions. C'est sortir aussi du jeu. On essaie de coincer les gens. D'ailleurs, c'est pas le nôtre, c'est pas notre façon de faire. Nous, on va poser des questions qui sont celles qui nous remontent des parents. On attend les réponses et elles seront publiques évidemment, puisque c'est la démocratie, c'est aussi la publicité des choses. Donc pour les questions que tu poses, Samia, oui évidemment, c'est des questions centrales. Les parents ont besoin de savoir ce qui va se passer sur les examens, quels sont les scénarios qui vont se mettre en place, pour une simple et bonne raison aussi, c'est que comme le ministre dit que les examens auront lieu, du coup ça fait super flipper les parents, et du coup la réponse d'une certaine façon, c'est de dire dès qu'on sort de crise, on prend des cours particuliers. Donc il ne s'agit pas de sortir de cette crise en continuant à faire en sorte que c'est les parents qui ont les moyens de payer des cours particuliers pour les gamins qui vont s'en sortir le mieux.
C'est ça aussi qui n'est plus possible. Cette crise révèle aussi que, en fait, pour pouvoir s'en sortir tous ensemble, il faut prendre soin de tout le monde, et en particulier des plus fragiles, comme je disais tout à l'heure. Et les plus fragiles, en particulier, c'est ceux qui n'ont pas eu cours, ceux qui ont eu des ruptures numériques, ceux qui ont été en situation de handicap, ceux qui ont des parents allophones, ceux qui ont des travailleurs sociaux qui s'occupent d'eux, c'est-à-dire tous ceux qui sont les plus fragiles dans notre société. Il faut s'occuper d'eux en priorité. Et si on s'occupe d'eux en priorité, on pourra s'en sortir tous ensemble, et on fera le job. Ça, tu le sais qu'on le fait tout le temps et en toute transparence avec tout le monde, même quand c'est des sujets qui grattent. 19h42 en Merci, direct Rodrigo. sur Christophe Le Grand Forum. Rodrigo est avec nous. Il est président de la FCPE. Une question ou deux encore pour terminer cet entretien, parce que le temps passe très vite. J'en ai une. Philippe, La première, je voudrais remercier Rodrigo Arena, qui est un ami. Moi, tu sais, le LGF, c'est quelque chose de très transparent, et d'avoir accepté, d'avoir pris du temps. Hier soir, il ne pouvait pas parce qu'il y avait conseil national avec la FCPE, donc il ne pouvait pas être avec nous hier, et il nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. C'est très clair ce que tu nous as dit. Rodrigo, j'ai reçu une information aujourd'hui que je n'ai pas diffusée, tu sais, lorsqu'on fait, j'essaye en tout cas, à ma mesure, à ma petite échelle, d'être le reporter du LGF et de France Maghreb 2, et d'être un apprenti journaliste, la diffuser sans avoir des confirmations, et il y avait des choses un petit peu ambiguës là-dessus. On a reçu une note qui émanerait en tout cas du ministère de l'Éducation, signée par Blanquer, qui dit que les vacances de cet été seraient décalées au 31 juillet. Est-ce que tu peux nous confirmer ou nous infirmer cette note qui existerait peut-être? Alors, on est tous suspendus à vos lèvres. C'est un fake. On l'a mis, c'est une lettre qui a circulé. D'ailleurs, elle suit pas les nomenclatures. Hein. Pour ceux qui l'ont faite, il faut faire un peu mieux le métier de faussaire. On a mis sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook de la FCPE nationale, et aussi sur son compte Twitter. Et d'ailleurs, pour être tout à fait sûr, parce qu'on vérifie tout le temps, on a appelé le cabinet du ministre. Effectivement, c'est un fake aujourd'hui. Il l'a dit d'ailleurs il y a quelques heures à la télévision. Il n'y a pas de scénario encore sur la question des vacances scolaires. En tout cas, ce qui est sûr, tu peux rassurer tout le monde, hein, Philippe, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Cette lettre signée de Jean-Michel Blanquer est un faux, je vous le dis. Maintenant, si des scénarios qui visent à changer les vacances scolaires et à organiser les choses se mettent en œuvre, on sera évidemment informé. On a une réunion avec le ministère d'ailleurs mercredi par téléconférence ou visioconférence, on verra le moyen technique. Tout le monde sera informé en temps et en heure, parce qu'il nous semble que le rôle de la FCPE notamment, c'est d'informer les parents en temps réel, avec une analyse aussi des choses, parce que livrer l'information brute, ça permet pas de réfléchir. Aujourd'hui, il y a besoin de faire fonctionner les méninges, et de se dire que l'information pour l'information, j'ai envie de vous dire, c'est le XXe siècle. Aujourd'hui, l'information, il y a besoin de réfléchir dessus pour se projeter. Et c'est bien cela qu'est le rôle d'une fédération, c'est-à-dire de donner une analyse aussi sur les informations qu'ils donnent. Et si l'information que tu as reçue, qui est un faux, du coup, de déplacement des vacances se met en place, la question, c'est en fait de réfléchir sur l'ensemble du calendrier scolaire. Et c'est bien ça qui est nécessaire. De toute façon, nous, on dit depuis un moment, le calendrier scolaire en France n'est pas bon. N'est pas bon parce qu'il met les gamins sous tension, et qu'on leur met à eux un rythme de travail que même les adultes n'acceptent pas. Donc la question, c'est comment est-ce que notre société aussi se réorganise, et ta question me permet d'aller là-dessus. Comment se réorganise en fait pour que l'école se fasse en mettant les enfants au centre du rythme, les enfants au centre des apprentissages, et d'arrêter de faire une école qui se soucie d'abord des adultes et qui, in fine, se soucie des enfants à la fin. On est là-dedans. Les vacances scolaires, on le sait, sont faites pas en fonction du rythme et du besoin des enfants de se reposer, mais elle est faite parce qu'il faut faire tourner le business des vacances. Voilà. Tout ça a volé en éclats. Donc, se poser les bonnes questions, c'est ça. Quel est le bon calendrier? Alors, Monsieur le Président, quel est le bon rythme avec pour les votre enfants? accord, Et c'est ça qui est derrière. avec votre accord, si vous le voulez bien, puisque vous nous dites que vous avez une réunion avec le ministère de l'Éducation nationale mercredi prochain, ce qui serait bien, c'est que soit mercredi soir pendant l'émission, si c'est terminé, ou jeudi au plus tard, vous veniez nous faire un petit compte-rendu de ce qui a été dit au cours de cette réunion, si ça ne vous embête pas. Non, nous, en tout cas, on est preneurs. Une dernière question, qui veut la poser? Moi, j'ai une remarque, s'il n'y a personne d'autre qui veut. Vas-y, Soraya, pour ta remarque. Non, mais en fait, c'est tout à fait extraordinaire ce que vous dites. Merci pour votre intervention, mais c'est ça. En fait, c'est impressionnant comment cette crise sanitaire en fait provoque une crise globale en fait en France.
bon, je me confine en France parce que je ne vais pas parler pour la terre entière, mais c'est impressionnant comment ça met en exergue et comment ça met en saillance tous les problèmes qu'on a dans cette société. Là, on parle de l'éducation, mais on pourrait parler de toutes les sphères, que ce soit le rapport à l'entreprise, que ce soit le rapport à l'hôpital, que ce soit le rapport à tous les services publics, comment les gouvernants se rendent compte de l'importance de ce ciment social, comme vous avez appelé ça. Et pour revenir à l'éducation, c'est impressionnant. Et en fait, j'ai envie qu'on se serve de cette crise pour... comme on dit, il y a une expression qui dit « il faut frapper le fer tant qu'il est chaud ». Et j'ai l'impression que cette crise-là, elle est en train de tout faire exploser et que c'est le moment pour réformer ça en profondeur et pour remettre l'enfant, comme vous dites, au centre. Je suis tout à fait d'accord. On a fait une étude, je travaillais avec un centre qui s'occupait de l'enseignement. On a fait une étude sur les calendriers scolaires avec des spécialistes. L'enfant est pas du tout la priorité de ce calendrier, que ce soit même au niveau de l'alimentation, que ce soit même au niveau de la journée, comment la journée est répartie, les cours, etc., etc. Et je trouve ça, ce serait dommage de passer à côté de cette crise, en fait. Et je rejoins tout ce que vous avez dit sur ce point-là. Merci. De toute façon, on se rejoint tous un peu sur ces champs-là, c'est-à-dire que on est les acteurs du quotidien, donc on est des acteurs de terrain aussi. Et on voit bien que une des choses dont souffrait la France, en fait, c'est que tous décidaient dans le 7e arrondissement de Paris et qu'on n'écoutait pas, en fait, les gens qui étaient sur le terrain. Aujourd'hui, ça pète à la figure de tout le monde. Exactement. Donc, Pardon ? Exactement, oui, c'est ça. Donc, on est dans cette situation-là et il y avait des vraies ruptures, en fait, entre nos élites et dans lesquelles chacun d'entre nous peut être, d'ailleurs. Il y a plein de gens, entre guillemets, de la banlieue, de la ruralité qui se retrouvent dans les centres de pouvoir, etc. Sauf que la question, c'est que, si vous me permettez d'aller là-dessus, parce que c'est important de se le dire aussi, la France fonctionne aussi d'un point de vue pyramidal et de façon élitiste. La question, c'est que quand on vient de banlieue, quand on vient de la ruralité, quand on vient des milieux en fait qui sont pas dans l'entre-soi des ghettos sociaux de la bourgeoisie française, pour reprendre une schématique que tout le monde peut comprendre, je pense, ce soir. Et qu'on veut y aller, en fait, il faut faire semblant d'être autre chose que ce qu'on est. Donc, il faut apprendre à parler comme les mecs du 7e arrondissement, il faut apprendre à s'habiller pareil, il faut avoir les mêmes goûts. C'est-à-dire que cette école-là ne respecte pas les gens tels qu'ils sont. On leur demande d'être comme on veut qu'ils soient. Et c'est ça qui aujourd'hui vole en éclats. C'est-à-dire que la société est hétérogène, les parcours sont différents, les cultures se mélangent. C'est une vraie chance pour notre pays d'avoir des gamins qui ont un pied ici, un pied à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, même le business se fait à l'échelle internationale. Or, aujourd'hui, l'école nie y compris le fait de parler la langue, en sachant que la meilleure façon d'apprendre le français, c'est de connaître sa langue maternelle. Donc, pour des gamins comme moi qui sommes issus de l'immigration, de dire en fait, tu vas oublier ce que t'es, d'abord, c'est hyper violent, mais en plus, ça ne crée pas de la croissance intellectuelle, ça crée pas de la croissance culturelle, ça crée même pas de la croissance économique. Donc c'est tout ça, c'est cet entre-soi, c'est ces formes de ghettoisation en fait de l'élite de notre pays qui volent en éclats. Et il va falloir aujourd'hui que cette autre école à laquelle je travaille avec d'autres et à laquelle je pense on aspire tous tienne compte que pour pouvoir s'en sortir, il va falloir tenir compte de l'hétérogénéité des parcours et aussi l'hétérogénéité des profils. Parce que quand on est dans la vraie vie en fait, on a besoin de gens différents. On a besoin de gens différents, on a besoin de trouver des façons de travailler avec des gens qui sont complètement différents. C'est ça la vraie vie. Sauf que l'école ne prépare pas à ça, l'école ne fonctionne pas de cette façon-là. Et c'est ça qui a volé en éclats aujourd'hui. Moi, j'ai fait une proposition il y a quelques années, je me souviens, j'avais fait une lettre ouverte, à l'époque c'était Najat Vallaud-Belkacem qui était ministre, en disant qu'il fallait réserver 30% des places aux grandes écoles aux enfants qui venaient des REP et des REP+, à parité homme-femme. La question, c'est pas de faire de la discrimination positive seulement, même si je pense qu'il n'y a pas aucun autre moyen de le faire. C'est que si vous allez en dessous de 30% de représentation, en fait, vous avez tendance à vous mimétiser avec ce qui homogénise les choses. Et ce qui rend les grandes écoles homogènes, c'est précisément que les élèves qui y sont viennent tous des mêmes quartiers, des mêmes familles en fait et des mêmes profils culturels. Donc cette endogénéité en fait ne permet pas de faire émerger de la différence et ne permet pas à la France en fait de s'inscrire dans un monde qui est hétérogène. Ouais, quand on va au Sénégal etc., mais aussi dans certains quartiers, on mange avec les mains.
le mafé. Bah ouais, c'est comme ça, parce que c'est culturel. Quand vous allez dans mon pays d'origine, qui est le Chili, eh ben vous mangez pas de la même façon qu'en France. Eh ben avoir des gamins qui viennent de tous ces pays-là, qui viennent du Maroc, qui viennent de Tunisie, qui viennent de Chine, qui viennent de Suède, qui viennent de partout, parce que c'est ça aussi la France. En fait, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance de pouvoir s'inclure dans ce monde-là, parce que si on a ce réflexe-là, y compris avec les autres, les enfants qui viennent de l'immigration et qui viennent de plein de territoires différents, on aura aussi ce réflexe-là avec celles et ceux qui sont français, mais qui sont des citoyens de seconde zone. J'en ai parlé tout à l'heure. La Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Tahiti, tous ces îles, tous ces territoires qui font partie de la France, aujourd'hui sont considérés comme des territoires de seconde zone. C'est ça aussi l'école. C'est-à-dire que l'école de la République a fait en sorte que à Mayotte, les gamines mangent par terre, et qu'elles ne puissent pas rentrer à l'école avec leurs habits traditionnels. C'est-à-dire que ce modèle-là de désintégration sociale et de désintégration culturelle, il a vécu parce que si on continue sur ce modèle excluant, on va aller vers une France qui va être à côté de l'évolution du monde. On peut le faire, mais après, il ne faudra pas se plaindre parce que quand on est à côté de l'évolution du monde, il y a un truc qui arrive à tout le monde, c'est que les Français vont immigrer et ceux qui vont rester, ça va être compliqué. Donc voilà l'enjeu. L'enjeu, c'est de s'inscrire dans le 21e siècle et nous avons besoin que cette école change, que cette école soit révolutionnée, non pas pour faire tout péter, mais au contraire, aller vers un élan qui permette de positiver et de dire à nos enfants, vous savez quoi, on vous a filé nos poubelles avec le réchauffement climatique, la pollution, etc. et on va vous aider à pouvoir vous en sortir. Et c'est autre chose que les réformes qui sont en place. Je donne souvent cet exemple-là et je finirai là-dessus. Si vous avez d'autres questions, évidemment, parce que vous avez plein d'invités, je ne peux pas monopoliser la parole, c'est évident. La réforme du lycée, alors que les gamins se sont mobilisés pour les questions de l'écologie, la réforme du lycée n'a qu'une seule spécialité écologie. Et elle est réservée aux lycées agricoles. Et les lycées agricoles ne dépendent pas du ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Blanquer, ce n'est pas le problème. Ça veut dire que les réformes actuelles ne permettent pas aux enfants d'avoir les outils académiques, pédagogiques, citoyens et aussi de respect de leur vision du monde à travers l'école. On ne leur permet pas d'avoir les outils pour affronter les enjeux des poubelles qu'on leur livre et qu'ils auront la responsabilité de sortir. C'est ça la réalité. Donc il faut que l'école change pour ces raisons-là aussi. Parce que la France n'est pas en dehors du monde. Et il faut savoir que la façon dont on consomme dans notre pays a une répercussion à l'échelle de la planète. La façon dont on mange la viande aussi a une répercussion du rapport des enfants par rapport à la souffrance animale. Tout ça, c'est ça la société, c'est ça la France. Et il faut qu'on appréhende ces questions-là, non pas d'un point de vue c'est tous des cons, c'est tous des pourris, mais comment est-ce qu'on s'organise et comment tous ensemble on propose une autre école qui donne un avenir à nos enfants. Parce que, je finirai vraiment là-dessus, on sait que quand on va être vieux, on va peut-être finir dans les EHPAD. Voilà, c'est une réalité, c'est la loi de la vie. Dans les EHPAD, ceux qui vivent dedans, c'est les gamins, en grande particulier, qui vivent dans les quartiers et dans les banlieues. Donc si on s'occupe mal de ces gamins-là, si on s'occupe mal des générations actuelles, quand ils sont jeunes et enfants, il ne faut pas s'attendre à qu'ils s'occupent bien de nous quand on sera vieux. Il y a une question intergénérationnelle qui se pose. La bienveillance et prendre soin les uns des autres, c'est pas qu'une question seulement en direction des enfants. C'est une question intergénérationnelle qui concerne l'ensemble de la société. Il faut aller vers une société du soin, une société qui prenne soin des uns des autres, mais d'un point de vue républicain, où les valeurs de la République prennent leur part autrement que dans des punchlines sur Twitter où chacun se fait plaisir et où chacun les instrumentalise, mais vraiment pour donner un avenir à notre pays, donner un avenir aux enfants et à toutes celles comme vous et comme moi qui nous engageons bénévolement pour sauver la France. C'est bien plaisir parce que vous nous avez régalé ce soir. Je rappelle que vous êtes le président de la FCPE, le syndicat des parents d'élèves, coprésident. D'accord. Oui, parce qu'on a la parité homme-femme à la FCPE. C'est très bien, Super. bravo. Merci monsieur le coprésident. Et en tout cas, on vous retrouvera la semaine prochaine à l'issue de votre rencontre avec le ministère de l'Éducation nationale pour avoir plus d'informations parce que je suppose que ça va bouger dans les jours à venir. On a l'impression que l'exécutif vit un petit peu au jour le jour. Merci monsieur le coprésident, à très bientôt. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Voilà. Merci vous également. Bon, c'était très riche. Hein. Il est très bavard, notre coprésident, mais c'était très bien. En tout cas, vous avez posé des bonnes questions, les amis. Alors, il est si tu 53. permets, Christophe. Oui, Abdeslam, je t'en prie. Oui, si tu permets, je voulais juste vous afficher les chiffres officiels qui viennent de tomber pour la France. Oui. En fait, vous avez ce tableau international sur lequel on peut lire pour la France, on était à 10 995 et on est passé donc de contaminés à 12 612. Pour les décès, on est passé de 372
à 450. Donc, on a perdu 75 personnes. Ouais, c'est un triste résultat. Ouais. Donc, voilà, c'est. On est loin d'avoir atteint le pic. Et 12 000, les amis, j'indique que c'est juste ceux qui ont été diagnostiqués. Hein. Ce n'est pas du tout le nombre de malades en France. Hein. Loin de là. Et j'entendais tout à l'heure un médecin qui parlait, en comparant avec les chiffres de l'Italie, le rapport serait de 27. Donc, multipliez ce chiffre par 27. 19h56, dans 4 minutes, on va applaudir et terminer cette émission. Ça passe très vite. Est-ce que, Philippe, tu avais une chronique, je crois, de prête ou pas? Ouais, j'avais quelques petites chroniques. Je voulais... alors, vous savez que je suis qualifié, je crois que c'est ça le bout en train de l'équipe. Donc, je voulais, premièrement, revenir sur ce qu'on a parlé hier et cette vidéo de ce prêtre évangélique, semble-t-il, qui combattait le coronavirus, et on en voit tout de suite. Au nom de Jésus, va qu'à maladie coronavirus. Au nom de Jésus, prononcez sous la roue, va qu'à maladie coronavirus. Amen. Merci. Au nom de Jésus, prononcez sous la roue, va qu'à maladie coronavirus. Maladie les hommes, maladie naturelle, surnaturelle, au nom de Jésus. Va qu'à recevoir maladie coronavirus. Merci. Au nom de Jésus, va qu'à recevoir maladie coronavirus. Maladie les hommes, maladie bon Dieu, maladie surnaturelle, naturelle. Nous déclarons au nom de Jésus, quelle que soit maladie, va qu'à maladie. Amen. Dis à bas coronavirus. Au nom de Jésus. Excellent cette vidéo. Merci mon Fifi. Alors, il nous reste. Vas-y, je t'en prie, Fifi, pardon. Deuxième vidéo, c'était la comparaison entre la lutte en Chine par les autorités chinoises et celle faite au Maghreb, dont je ne peux dire quel pays que c'est pour éviter de me fâcher au avec Maroc. des... Au Maroc. Oh mon Dieu. C'est pas bien. Et je terminerai. C'est pas bien. On n'a même pas eu ça en France. Donc, au quoi les Maghrébins et les Marocains sont en avance sur nous. Et je terminerai. En avance sur nous. Ah, c'est clair. Je dois coller à ma réputation, celle de bout en train, par quelques vidéos qu'on appelle les pires du web, ou plutôt celles et ceux qui sont confinés et qui pètent les plombs. Je vous invite à regarder ces quelques vidéos qui vont peut-être vous détendre. Forcément. Maman, je peux sortir jouer? Ah, tu ne sors pas dans le confinement. Ah, tu nous as fait un bêtisier. Enfermé, confiné, je ne sortirai plus jamais. Enfermé, confiné, et je dois télétravailler. J'ai laissé mes enfants devant la télé. Je peux plus les accueillir. L'école est fermée, les supermarchés dévalisés. On sent la souffrance, Philippe. On termine avec ce père de famille, et je crois que tout le monde devrait compatir avec lui. Il se reconnaît. J'espère que vous survivez. Excellent Philippe, bravo pour ce zapping bien fait en tout cas. Et je pense que tu vas être bien alimenté pour nous faire ça tant bien que mal assez régulièrement. Il est 20h les amis. Je t'en fais une Philippe Il est 59, ouais. Allez, Philippe, je t'en fais une demain. Ah, Sabia se charge d'en faire une demain, très bien.
C'est bien, ça s'organise, c'est ça l'équipe collective du LGF. Alors, il va être 20h. J'aurais bien aimé quand même qu'on puisse faire rapidement un tour de table sur les coups de gueule et coups de cœur du jour. Si on peut faire vite, les amis, je compte sur vous. Hein, tiens, Samia, coup de gueule ou coup de cœur aujourd'hui? Alors, ce soir, c'est Il est 20h là. coup de Il est gueule. 20h. Il est 20h, donc on applaudit évidemment. Voilà, on main sa fenêtre et on applaudit. Voilà, on applaudit tout le personnel médical Bravo. qui continue à essayer d'être présent. Bravo, merci aux médecins, aux infirmières, merci à tout le monde, merci pour ce que vous faites pour nous, merci. Et à Orly, je peux vous dire qu'à Orly, ça a pris énormément de partout, donc bravo, merci. Bah, chez nous, c'est calme, il n'y a pas grand monde. En tout cas, merci aux 226 médecins français, merci aux 18 000 internes et externes, merci aux 636 248 infirmières, et merci aussi aux 360 000 aides-soignantes, merci aux 85 000 kinés, merci aux 74 115 pharmacies, merci aux 177 000 auxiliaires de vie, parce qu'il ne faut pas les oublier. Et évidemment, merci aussi à tous les ambulanciers, aux pompiers, aux SAMU, à tout le personnel médical. Rapidement, coup de gueule ou coup de cœur, Samia, coup de gueule ou coup de cœur ce soir? Gros coup de gueule sur Bruno Le Maire et sa prime. Donc, comme je le disais dans mon avis tranché, sa prime, il peut se la garder parce que, comme le disait Philippe, on en a débattu aujourd'hui, c'est comme s'il envoyait les gens à l'abattoir. Coup de gueule ou coup de cœur, Soraya Rachidi? J'avais la même remarque par rapport à Bruno Le Maire, donc on va dire un coup de gueule par rapport à ça. Tu vas finir de copier ça. Samia tous les soirs. Non, il va falloir que tu sois un peu créative, Soraya. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai pas d'autres pensées. Après, je dirais beaucoup d'affinités. C'est ça. Après, gros coup de cœur pour cette émission qui ne cesse de s'améliorer de jour en jour. Merci, Soraya, bien vu. Coup de gueule ou coup de cœur, Anna Guézard-Bocaz? Alors, coup de gueule aux intrusions illégales commises par des individus qui se sont fait passer pour des agents de la mairie de Paris en prétextant des désinfections. Oui. Et c'est Madame Rachida Dati qui a fait ce post sur tous ses réseaux sociaux pour mettre en garde les Parisiens en disant ne laissez personne entrer à votre domicile sous ce prétexte et alerter dans les meilleurs délais le commissariat de police ou la mairie. Donc, il y a des individus qui se font passer pour des agents de la mairie pour désinfecter les loyers. Ils s'introduisent chez vous. Faites attention. Ça, c'est mon premier coup de gueule. Le deuxième, ça concerne les restos du cœur qui ont été dévalisés. Il y a du gel désinfectant, des gants, de la nourriture qui a été dérobée. Franchement, scandaleux. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Pas besoin de ça en ce Merci. moment. Anna, est-ce que Nassim Lachlache est là? Non. Il est parti. Il n'est plus là. Bon, alors Philippe, coup de gueule ou coup de cœur? Bah écoute, moi je vais changer. D'habitude je fais des coups de gueule et ce soir je fais des coups de cœur à nos anges gardiens et gardiennes qui risquent leur vie pour nous et on n'a qu'une chose à faire pour les aider, c'est rester chez vous. Exactement, mon Fifi, bravo de le rappeler. Abdeslam Itache, on termine par le plus sage d'entre nous. Alors, à l'identique de Philippe, coup de cœur pour les services publics. On a longtemps éludé la notion de service public en se disant que ces fonctionnaires ne faisaient pas le travail ou faisaient mal le travail. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont en première ligne. C'est eux qui gardent les enfants du personnel soignant dans les crèches. C'est eux qui continuent à entretenir les villes. C'est eux qui justement permettent à ce que les administrations continuent à fonctionner. Et voilà, il était important de leur tirer un coup de chapeau. Et voilà, c'est ça la notion de service public. Ne l'oubliez jamais, des gens qui sont au service du public. Merci Abdeslam, merci à tous. Je donne rendez-vous aussi à 21h ce soir puisque notre chroniqueuse Faiza Ben Mohamed organise un live sur sa page YouTube. Donc 21h, c'est dans une heure. Merci à tous. Merci à Christophe. Oui. Enfin, ça me revient à l'esprit tout à l'heure. J'ai lu dans les articles d'actualité qu'il y a eu à Boissy-Saint-Léger, il me semble,
un contrôle qui a mal tourné. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Si, on a vu plein de contrôles qui ont mal tourné, oui. Ouais, il y a plein de et du coup, le coup de gueule, il s'adresse aux deux, à ceux qui ont été contrôlés et aux policiers qui ont laissé ça dégénérer. Apparemment, c'était des jeunes qui se sont attroupés, donc chacun avait sa petite feuille avec l'autorisation, mais apparemment, ils étaient tous assis devant une chicha ensemble dans la rue. Et ça a dégénéré. Donc, un gros coup de gueule par rapport à ça, à l'irresponsabilité des deux parties, en fait, qui n'ont pas su gérer ça, autant aux jeunes que. Et on le rappelle, tous ensemble, restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous, sans ajouter d'insultes à la fin. Merci Anna Guézard-Boicaz, merci Philippe Bouriaki, merci Abdestabitash, merci Samia Chiki, merci Soraya Rafidi. Et merci à Sofiane Nekdari et Nassim Lachtash qui sont partis, qui sont venus nous faire un petit coucou brief. Nassim, on l'aura plus longuement, j'espère, demain. On ne relâche pas la pression, les amis. On est au 4e jour de confinement. On continue de suivre et de respecter de manière stricte les consignes de confinement qui nous sont données. Sinon, on ne veut pas que ça s'accentue et ça devienne plus important. Et il va falloir que chacun respecte et joue le jeu. Je sais que c'est pas facile. Je sais que voilà, c'est une période qui va être un peu compliquée. Mais on sera là chaque soir sur Christophe Le Grand Forum et très prochainement sur France Maghreb 2 également et en même temps pour vous accompagner tout au long de cette période très particulière. Merci à nos deux invités. Ce soir, nous étions à Oran avec une médecin oranaise donc qui nous a donné un petit peu l'état des lieux. Docteur Moufok. Docteur Moufok qui nous a fait l'état des lieux de la situation en Algérie. Merci à Rodrigo Arena, le coprésident du syndicat FCPE, un syndicat des parents d'élèves qui nous a également été très tranchant dans cette émission et on aime ça. Merci à tous et rendez-vous demain, 18h30, demain samedi, on sera là. Bonne soirée, à très vite, salut les amis et restez chez vous. Restez en vie. Bonne soirée. Bonne soirée. Restez chez vous. Le Grand Forum avec Christophe